Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je vais toujours accompagner mon auteur invité de cette semaine, Christian Tétrault. Et Christian, juste avant la pause, tu étais en train de nous expliquer pourquoi tu as fait venir les rêves dans ce roman-là. Parce que le seul contact, moi d'abord, je suis un fanatique des rêves. J'ai déjà écrit un livre sur les rêves en 2005 qui s'appelait Marie, l'homme-éléphant, Mitsu et les autres. Il n'a pas été un gros succès, là, mais c'est un livre sur les rêves. Parce que moi, je suis toujours fasciné par les rêves et je suis d'autant plus fasciné par les rêves parce que c'est les seuls moments. Parce que tu sais que quand tu rêves, là, puis tu as peur, tu fais pas semblant d'avoir peur, tu as vraiment peur. Ou quand tu es heureux, ou quand tu es heureuse, ou quand tu es inquiet. C'est des émotions que tu vis pour le vrai. Même si tu es endormi, tu te réveilles le matin, puis tu te rappelles d'un « Ah, j'ai eu peur la nuit passée » ou « J'ai rêvé à quelque chose de bizarre, puis j'étais dans tel état d'esprit ». Donc, les émotions que tu vis dans tes rêves, c'est des vraies émotions. C'est pas des émotions factices. Et puis, bien sûr, je rêve, je dirais 3 ou 4 fois par année, peut-être 5 fois, à ma fille. Parce qu'à chaque fois que j'en rêve, elle est toujours vivante, puis je la tiens dans mes bras. Alors, j'ai vraiment un contact avec elle. Mais elle a 2 ans et demi ou elle a 2 ans et demi. OK. Elle a toujours 2 ans et demi. Elle n'a pas vieilli. C'est toujours la même petite fille de 2 ans et demi. Puis, il arrive souvent que, pas je la chicane, mais je dis, pourquoi t'as fait ça, là? Regarde, t'es bien, là, on est ensemble, on fait telle activité, puis on joue avec Félix, puis là, ça fait tellement longtemps que je t'attends, enfin t'es revenu, mais là, fais-moi plus ça, là. Je veux plus que tu me fasses ça, là. Papa, il veut pas, là. Puis je suis le genre de... Alors, je me disais, c'est le seul moment où est-ce que je peux retourner avec... Alors, j'ai fasciné par les rêves, même que j'ai développé des techniques, j'ai étudié là-dessus, puis je fais des rêves qu'on appelle des rêves lucides. C'est-à-dire que moi, quand je suis dans une situation dangereuse ou une situation stressante dans mes rêves, je suis capable instantanément de me réveiller pour dire « OK, là, j'en ai assez, j'ai assez peur. » Ou quand je vais tomber. Tu sais, dans des rêves, on arrive souvent où on tombe, on fait des grandes chutes en bas d'un précipice. Je le sais que je me ferai pas mal. Je le sais qu'il m'arrivera rien parce que je le sais qu'au moment où je suis en train de tomber, je suis dans un rêve. Puis il y a des fois où je suis entouré de personnages étranges qui sont tous armés puis qui ils veulent ma peau. Puis je suis le seul de la gang qui sait qu'il est dans un rêve. Puis eux autres, ils le savent pas. Eux autres, ils pensent que c'est la réalité. C'est un peu bizarre ce que je te raconte là. Mais je suis très, très proche des rêves. Il se passe des choses, puis j'en ai déjà eu des preuves aussi, qu'il se passe des choses dont tu rêves, puis qui se passent pour le vrai. Des rêves prémonitoires, là. J'en ai fait, puis j'en ai même écrit des rêves prémonitoires, sans savoir que c'était pour être des rêves prémonitoires. Puis à un moment donné, je me rends compte, hey, puis j'avais la preuve écrite. Ben, je l'avais écrit. Shit, j'avais rêvé ça. Puis c'est arrivé. Mais est-ce que c'est troublant, ça, quand ça arrive? Ben non, il n'y a rien de troublant là-dedans. C'est curieux, c'est intéressant, mais troublant, non. Non. Mais j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup en l'inconscient. Je crois beaucoup... tu sais, j'ai plusieurs de mes connaissances qui ont des graves maladies, d'Alzheimer ou certains syndromes comme ça. Il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de vie à l'intérieur de ce cerveau-là. Les scientifiques qui écoutent actuellement vont dire « Mais qui c'est qui... Le quoi qui se mêle? » Non, mais je suis convaincu de ça. Qu'il y a une vie, ouais. Et c'est pour ça que j'ai emprunté cette voie-là pour écrire Sarah et moi. Oui, parce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que Sarah, c'est une jeune autochtone. Oui. Et Emma, c'est une jeune fille d'origine écossaise. Oui. Et à 15 ans, ils vont aller faire du vélo et Sarah va être victime d'un grave accident. Et elle va se retrouver dans le coma. Oui. Et c'est par le rêve que Sarah et Emma vont communiquer l'une avec l'autre. Oui. Au début, quand la petite fille qui est dans le coma, quand Sarah tombe dans le coma, Emma, elle y rêve. Mais elle n'a aucune idée que ce rêve-là existe, là, que cette relation-là qu'elle entretient avec Sarah, elle pense que c'est son imagination. Puis elle en parle à sa mère. Puis sa mère a dit, fais attention, essaye de... Tu sais, puis elle est convaincue que c'est elle qui crée ces images-là dans sa tête. Elle est bien contente, là, mais... et là, elle se rend compte que non, que ce qu'elle vit dans ses rêves avec Sarah, ça existe pour le vrai dans la tête de Sarah. Donc, la relation qu'ils ont entre les deux marche ces deux côtés.
au début, elle croit pas, puis à un moment donné, elle a une preuve physique. Sa sœur Heidi, dans un rêve, cherche l'étoile. Puis à un moment donné, elle est en train d'y masser les pieds, puis elle se rend compte qu'il y a une petite étoile qui est arrivée sur la plante de son pied. Puis elle avait spécifié quelle sorte d'étoile. Ça va être une étoile verte à 9 branches. Mais là, c'est tellement petit qu'elle avait de la difficulté à le voir. Elle a pris une loupe, puis elle a vu que c'était une étoile verte à 9 branches. Là, elle s'est dit, « Shit, ma sœur communique avec moi pour le vrai. » Et là part toutes sortes d'aventures, que ça s'en va dans toutes sortes de directions. On a rencontré des personnages historiques aussi. Oui, puis parce que dans le rêve, tout est permis. Dans le rêve, il n'y a pas de loi. Alors, tu peux très bien rêver que tu es en 1942, en pleine Deuxième Guerre mondiale, puis tu peux rêver le jour d'après que tu es sur le bord de l'océan Arctique, puis le jour d'après que tu es dans un train en 1915, puis après ça. Mais tout ça lié, parce que c'est pas gratuit, là, c'est que Sarah lui dit, à un moment donné, dans le monde de l'inconscient, Sarah lui dit, c'est pas juste pour avoir du fun qu'on est là. Faut qu'on se serve de ce pouvoir-là qu'on a d'atteindre les gens. Parce que elle dit, moi, je l'ai le pouvoir d'atteindre les gens dans leurs rêves. Non seulement toi, mais n'importe qui d'autre. Je suis capable de m'imposer dans les rêves de quelqu'un d'autre. Et il faut se servir de ça dans un but positif. Il faut se servir de cette arme-là pour sauver du monde. Avec Samuel? Et là, il arrive l'histoire de Samuel. Samuel est un jeune homme qui est un petit peu plus vieux qu'eux autres, 1 an. C'est un beau jeune homme, un gars intelligent, un gars brillant. Un joueur de hockey. Future star de hockey. Et sauf que à l'intérieur de lui, Sarah le sait, il est suicidaire. Il veut en finir parce qu'il est tanné d'appartenir à tout le monde. Pardon? La pression que ça amène sur lui, ouais, d'avoir cette renommée-là. Oui, il est plus capable. Ses parents le poussent. Il le pousse pas trop, mais il le pousse beaucoup. Puis tout son entourage. Puis lui, il devient comme de la propriété de tout le monde. Et il a de la misère à sortir de là. Pourtant, il est toujours de bonne humeur. Mais elle sait, Sarah, parce qu'elle est allée fouiller dans son inconscient, qu'il a le goût d'en finir. Alors, elle se donne comme mission d'envoyer Emma sauver ce petit gars-là. Et puis là, je ne raconte pas toute l'histoire, là, mais bref, elle veut se servir de cette relation-là, de cette faculté-là qu'elle a de pouvoir rentrer dans l'esprit des gens pour faire avancer les choses sur le bon bord et pour éviter qu'il y ait des accidents regrettables, comme un suicide. Mais ça t'a permis d'amener justement ce sujet-là, le suicide, chez les jeunes? Écoute, dans ce livre-là, là, et moi, c'est un peu mélangeant parce que moi, je connais le tome 2 puis le tome 1, puis c'est comme la suite un de l'autre. Fait que je sais jamais si ce que je raconte, c'est dans le tome 1 ou dans le tome 2, là. Qu'est-ce que c'était ta question? Je te l'ai dit avant l'émission, j'ai un déficit d'attention, je te l'ai dit. Mais je parlais du suicide, le fait que l'arrivée de Samuel t'amène à pouvoir parler du suicide qui est vraiment très, très présent chez les adolescents. Je parle du suicide. Des femmes autochtones aussi. Je parle d'intimidation. Je parle des malheurs des femmes autochtones. Je parle de drogue. Je parle d'handicap physique. Je parle j'effleure plein de sujets qui sont très actuels. Est-ce que ce sont des sujets qui te préoccupent? C'est tous des sujets qui me préoccupent. Je parle de la mort, je parle d'homoparentalité. Parce que Marie-André est lesbienne. Celle qui a adopté les 2 petites filles. Puis il y a plein de sujets que je vais approcher comme ça qui sont très contemporains. Mais j'essaie de pas être, et je pense pas que je le sois, c'est pas dans ma nature, j'espère de pas être trop académique ou trop écouter la leçon de grand-papa, là. C'est juste, j'approche ces sujets-là et puis j'insiste sur ce que je trouve important, mais j'insiste pas sur ce qui m'apparaît normal, comme l'homoparentalité, là. Je passe pas 8 pages là-dessus, je fais juste le glisser comme ça. Et dans la tête du lecteur, c'est juste normal. C'est tout à fait normal. C'est comme ça qu'on le ressent en lisant. C'est pas... mais je vais maintenant approcher un sujet grave, là, pas du tout. Ça donne de même. Puis les petites filles ont toujours vécu comme ça, puis that's it. Puis
Puis elle est quand même plus âgée, Marie-André. Elle les a eues, elle était plus âgée. Je pense qu'elle a 68 ans quand les filles ont 15 ans. 64 ans. 64 ans quand les filles ont 15 ans. Fait qu'elle les a eues quand même tard. Oui, elle les a eues, si on calcule bien, c'est quoi, donc, fin quarantaine? 39. 39, c'est ça, 39-40. C'est tout ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Attends une minute. Oui, ça a 64 ans, moins 15, ça fait 39. Ça fait 49! Ha! Ha! C'est vrai, 49. 49! Madame, elle sait parler, mais elle ne sait pas compter, pareil comme moi. Exactement. Ben oui, je sais pas compter. Bon, mais c'est pas grave, moi non plus. Donc, tiens, on va bien s'entendre. Oui, on va bien s'entendre. Et le tome 2, on va retrouver les filles parce qu'on reste sur une fin très, très ouverte. Là, on est un peu intrigués à savoir qu'est-ce qui va se passer avec Samuel. Qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2? Ben non, je veux pas le savoir, je veux le lire. Ben oui. Mais on va retrouver, en fait, le trio Emma, Sarah et Samuel. Hey, qu'est-ce que j'ai dit? Je le sais pas. Tu sais pas. Ben, je le sais pas. Peut-être qu'il va en rester juste 2. Peut-être que. Mais on va le savoir dès qu'on va commencer l'ouvrage. Ben oui, ben okay. oui. Ben là, tu me demandes de... Bon. OK, d'abord, gars, je te le dis, là, mais mesdames et messieurs qui écoutez cette émission, ne le répétez pas à personne, s'il vous plaît. Gardez-vous une petite gêne. Les 3 personnages jeunes reviennent, puis la mère aussi. Oh! J'ai hâte, parce que moi, je me suis beaucoup attachée aux personnages. Et quand tu l'as écrit, le roman Sarah et moi, est-ce que tu avais en tête une clientèle particulière pour le lire? Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'adolescents en ce moment qui lisaient, qui faisaient des commentaires sur le roman. Est-ce que c'était la clientèle qui était visée? Non. Au début, oui. Puis, quand je l'ai envoyé aux Éditions de l'Homme, ils m'ont dit oui, ça va plaire aux jeunes, c'est sûr, mais ça va plaire à pas mal plus que juste aux jeunes à cause de la gravité des sujets. Là, dans le tome 2, j'adresse très sérieusement les viols et la violence et l'intimidation et les meurtres des jeunes autochtones. Parce que Sarah se sent bien impliquée, c'en est une jeune autochtone. Mm-hmm. Alors, ça tourne, comme le premier va tourner beaucoup alentour du sauvetage de Samuel, celui que tu viens de lire, le deuxième va tourner alentour de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes filles-là. Et ces jeunes hommes aussi. Parce qu'il y a des jeunes Amérindiens qui ont souffert beaucoup, puis qui ont été victimes de violences, puis qui ont été victimes de ci, puis de ça. Là. Il n'y a pas juste des... C'est sûr qu'en majorité, c'est des jeunes Amérindiennes, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des jeunes Amérindiens. Alors, ça tourne alentour de ça. Mais parle pas... Bon, on va s'arrêter. Oui, c'est ça. On va parler de ton coup de cœur littéraire dans quelques instants. OK.